Bonjour à tous, chérie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on va faire un format que nous n'avions encore jamais fait ensemble. Puisque vous l'avez vu dans le titre, il s'agit de mes red flags au niveau des écuries mais également des coachs. Je vous en dis plus juste après, c'est parti. Qu'est-ce que c'est qu'un red flag? Eh bien pour les plus bilingues d'entre vous, vous l'aurez traduit, c'est un drapeau rouge. Alors est-ce que ça nous parle plus maintenant qu'on a la traduction? Pas sûr. Je vous explique donc en langage internet et grâce à Twitter, un red flag ça veut dire un truc qui doit te mettre la puce à l'oreille de ce n'est pas bon pour moi, je fuis. Aujourd'hui, on va voir les red flags en équitation au niveau des écuries, mais également des moniteurs. Mais évidemment, l'expression red flag, ça peut concerner tous les sujets du monde. Comme on est des petits malins sur Dance With Him, ce qu'on a fait, c'est qu'on vous a sorti ce format, mais en mode toujours plus de plaisir, le double de plaisir. Aujourd'hui, je vais vous parler ici de 10 red flags que j'ai pu observer dans ma vie de cavalière ou de propriétaire de cheval. Mais pour ceux qui veulent en savoir plus, eh bien, depuis hier, est disponible en format podcast un autre épisode dédié aux red flags. Puisque oui, ça fait à peu près maintenant 3 mois qu'on a commencé le format podcast et mon dieu, j'adore. Ceux qui ne sont pas au courant, ça s'appelle Radio Mama et c'est disponible sur toutes vos plateformes d'écoute, que ce soit sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, vous écoutez où vous voulez. Vous tapez Radio Mama et vous tombez sur déjà plus de 17 épisodes. Je vous mets le lien en première barre de description pour ceux qui sont les plus curieux. Ainsi donc, vous avez un épisode sorti hier avec 10 red flags. Nous allons en décortiquer 10 nouveaux ensemble maintenant ici. Sans plus tarder, je m'arme de mon téléphone dans lequel j'ai fait mes petites notes et c'est parti. Vous allez voir que la liste que je vous fais ici est non exhaustive et on commence par le côté écurie. Évidemment, le premier red flag qui me vient en tête, ce sont les écuries où les chevaux sont H24 en box. Est-ce que j'ai vraiment besoin de m'expliquer sur ce point ? Je ne suis pas sûre. Dans la même catégorie, je comprends aussi les écuries où tous les chevaux sont dans un état catastrophique. Qu'ils soient maigres, qu'ils soient boiteux, etc. Tout ça, ce sont des points qui me font me dire je suis pas sûre que c'est une écurie pour laquelle j'ai envie de me passionner. Des chevaux H24 en box, même si je sais très bien qu'il y a des endroits en France où on est obligé d'avoir des chevaux en box parce qu'il n'y a pas de paddock, eh ben ça reste quand même tout à fait contre nature. Et il y a énormément d'études qui nous ont prouvé que les chevaux en box H24, c'est pas très bon ni pour leur mental, ni pour leur physique. Ainsi donc, pour ma part, si j'arrive dans une écurie où soit les chevaux sont tout le temps enfermés, soit les chevaux sont dans des états pas comme j'aime les voir, s'ils sont tous comme ça, alors, en ce qui me concerne, je fuis. Comme je le dis souvent, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Si dans une écurie, il y a 1 ou 2 chevaux un peu maigres, un peu boiteux, malheureusement, ça fait partie du lot, c'est souvent ça. C'est potentiellement des chevaux qui viennent tout juste d'arriver à l'écurie et qui sont comme ça dus à un mauvais traitement dans une autre structure, ou encore des chevaux qui sont malades. Bref, il peut y avoir des raisons pour que 1 ou 2 équidés dans la structure soient un petit peu moins beaux, un petit peu moins bien en point. Par contre, s'ils le sont tous, posons-nous les bonnes questions. Point numéro 2, et celui-ci, vraiment, j'y mets un point d'honneur, tout simplement parce que j'en ai souffert moi-même en tant que cavalière. Ce sont les écuries où le bord de carrière est rempli de petites pestouilles qui passent leur temps, leur vie, leur journée à critiquer les gens qui sont actuellement à cheval. Et ça, pour moi, c'est un red flag de l'enfer parce que, de mon expérience encore une fois, ce sont des écuries où l'état d'esprit, c'est pas celui que je veux. C'est pas l'entraide, c'est pas la passion du cheval en cœur d'écurie, c'est vraiment on se tire dans les pattes les unes des autres et mon dieu, je déteste. Ici, j'en profite pour vous rappeler que parfois, ce qui va être un red flag pour moi va potentiellement être un green flag pour vous. Il y en a certains d'entre vous qui se disent « Oh ben non, moi les écuries où ça critique, j'aime bien, au moins pia-pia-pia en bord de carrière, avec les copines, etc. » Peu importe. Ce que je vous donne ici, c'est ma liste des trucs que je fuis. Peut-être que vous kiffez. Après, si vous suradorez être une peste en bord de carrière, je suis pas sûre que vous avez quelque chose à faire dans la team Dance With Him, hein, parce que nous, ici, normalement, on est une commu en mode soleil, bonheur,
tournesol, etc. Je ferme la parenthèse là-dessus, mais comme je vous le disais, moi en tout cas, je déteste ces écuries où ça critique parce que je me sens très mal à l'aise d'être à cheval. J'ai l'impression qu'on passe tout son temps à se dire que je fais très mal, et puis c'est pas qu'une impression, c'est le cas quand il y a ce genre d'attitude dans les écuries, et je trouve que ça nous fait tous monter avec une pression supplémentaire que les chevaux ressentent, et c'est un cercle vicieux. Donc moi, c'est non. Point numéro 3 que j'ai envie de fuir comme la peste, ce sont les écuries où il y a des cours d'obstacles à toutes les heures de cours, sans l'ombre d'une exception. Le dressage, surcoté. Si on monte sur un cheval, c'est pour sauter des barres, sauter des barres, sauter des barres. C'est non. Je ne parle absolument pas bien sûr des écuries orientées obstacles, où là, l'objectif c'est de sauter des barres, mais pour ce faire, les coachs et l'écurie a bien compris que le plus important c'était de mettre des vraies bases de dressage. Je ne parle pas donc des écuries obstacles, je parle des écuries où ça ne sait que sauter. Pourquoi je dis non? Eh bien, premièrement, je vous l'ai dit juste avant, c'est parce que la base d'un bon cheval d'obstacle, c'est déjà un bon cheval de plat, voire un bon cheval de dressage. Deuxièmement, c'est la preuve qu'on abîme assez rapidement les chevaux à les faire sauter, sauter, sauter. Et troisièmement, ça c'est de façon plus personnelle, mais ma vision du coach ou de l'écurie qui ne fait que sauter ses chevaux, c'est souvent juste un manque de technique. Comme on sait pas trop comment apprendre de la technique à ses cavaliers et comme on a peur qu'ils s'ennuient sur le plat parce que nous-mêmes on n'est pas au niveau pour le leur enseigner, eh bien on se met à les faire sauter en se disant ça au moins ça les amuse. La vérité en tant que coach, à partir du moment où tu mets une barre dans la carrière, tu sais qu'il y a beaucoup plus de chances que les élèves finissent le cours avec le sourire que si t'en mets pas. Dans la majeure partie des cas, pas pour tout le monde, mais très souvent. Et donc, on peut facilement tomber dans ce piège de se dire « je mets un obstacle, ça leur fera plaisir, et moi, j'ai pas trop besoin de me prendre la tête ». Le point suivant, vous allez voir que c'est un peu le même style d'idée, c'est-à-dire que c'est un red flag sur la façon d'enseigner dans l'écurie, et ce sont les poneys en reprise à toutes les heures. Des poneys en reprise, c'est quoi? C'est, vous savez, la queue leu-leu. On a tous connu ça un jour dans notre vie, si c'est pas en tant que cavalier, c'est en tant que observateur de bord de carrière. Eh bien, je pense que c'est vraiment dommage de se cantonner à se dire que si le poney fait moins de 1 mètre, alors ils doivent être à la queue leu-leu les uns des autres, et les petits, ils se font de la queue leu-leu pendant toute leur vie de cavalier. C'est trop dommage. C'est ultra réducteur, et pour le mental des pauvres poneys qui savent qu'ils vont faire de la queue leu-leu pendant des heures et des heures le mercredi et le samedi, et pour les enfants qui, mis à part le premier qui doit faire des diagonales, des doublés, etc., n'ont pas grand chose à faire et se suivent un petit peu bêtement et automatiquement. Évidemment, pour les toutes premières heures d'équitation, c'est pertinent d'avoir des poneys qui savent se suivre à la queue leu-leu, de façon à ce que les mini-cavaliers qui sont dessus puissent uniquement se concentrer sur eux, c'est-à-dire réussir à rester assis dessus, commencer à apprendre le assis debout, bref, s'auto-focus sur leur expérience de cavalier, et à ce moment-là, clairement, le poney est entre énormes guillemets, juste un outil sur lequel le petit monte pour pouvoir faire ses expériences. Ça, c'est top. Il faut que la cavalerie sache faire de la queue leu-leu. Par contre, à mon avis, rapidement, c'est intéressant d'avoir des poneys qui puissent évoluer de façon autonome dans la carrière, sans se suivre, et ainsi avoir des poneys qui sont plus stimulés mentalement, et des enfants qui, même s'ils montent des Shetland, sachent un peu driver leur poney, et donc profitent de leurs années poney pour progresser en équitation. Bon là j'avoue c'est le côté un peu monitrice ultra impliquée dans sa pédagogie etc. qui vous parle et qui parle avec les tripes, mais sachez que ça a toujours été un truc super important dans ma carrière, ça a été de considérer que ce n'est pas parce que les enfants sont jeunes ou qu'ils font du poney, uniquement du poney Shetland, qu'il faut être réducteur, ne faire que des jeux et de la queue leu-leu. Donc voilà, peut-être que je m'enflamme et que vous vous dites Mathilde, il y a vraiment moyen de s'énerver pour pas grand chose. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi ou si vous dites mais ils auront tout le temps d'apprendre à monter en autonomie à poney, laisse-les faire leur queue leu-leu tranquille. Mon dernier point en ce qui concerne les écuries, et après on passera plus au côté coach, eh bien c'est un point qui peut potentiellement faire polémique. Pourtant, je suis persuadée que c'est très important de le dire, donc qu'importe. Je vais essayer de mettre les mots justes sur ma pensée pour que vous compreniez où je veux en venir. Un red flag que j'ai pu identifier lors de mes expériences de cavalière, mais aussi en tant que monitrice, c'est les écuries qui ne respectent pas le ratio poids du cavalier
poids du cheval. Et ici, vous sentez venir le problème. Il y a pas si longtemps sur les réseaux sociaux, il y a une influenceuse qui a hurlé au scandale comme quoi on ne la laissait pas monter à cheval alors qu'elle était vraiment en situation d'obésité, grande obésité. Je suis vraiment désolée, j'ai pas les termes. Si je blesse qui que ce soit, ce n'est absolument pas intentionnel. Vous allez comprendre ce que je veux dire, mais j'ai pas les termes précis. Donc c'était une personne qui était particulièrement lourde et qui souhaitait monter sur des poneys qui n'étaient pas adaptés. Parce que oui, il y a des poneys qui ne peuvent pas soutenir toutes les morphologies, c'est ainsi. On considère qu'un cheval doit porter maximum 20% de son poids et il y a certaines personnes dont le poids dépasse largement les 20% du poids d'un cheval. Et bien dans ce cas-là, je considère que la structure a le droit et même a le devoir de façon à entretenir sa cavalerie et pour ne pas faire de maltraitance animale, de refuser les cavaliers qui sont hors gabarit. C'est souvent considéré comme de la grossophobie ce que je suis en train de dire ici. Oui, on interdit aux personnes en situation d'obésité de monter à cheval, etc. Absolument pas. Encore faut-il avoir les chevaux qui puissent soutenir ces personnes-là de façon à ce que le couple cheval et cavalier puisse évoluer dans le bien-être. Pas uniquement du point de vue bien-être du cavalier, mais également du point de vue bien-être du cheval, et vous savez que c'est quelque chose pour laquelle je me bats au quotidien. Dans la même idée, je considère comme honteux les écuries qui acceptent de prendre des enfants, par exemple, très jeunes avec peu de force, et les mettre sur des chevaux qui sont grands, gros, costauds et moyennement dressés. Parce que c'est exactement la même débilité. Le ratio physique du cavalier, physique du cheval n'est pas adapté. Donc, on le fait pas parce que cet enfant-là, on l'envoie au casse-pipe et c'est une très mauvaise idée. Vous avez donc compris mon point ici. Je pense que c'est primordial de pouvoir avoir, dans la plupart des cas, une cavalerie la plus diversifiée possible, surtout quand on accueille un public le plus diversifié possible. Pour autant, je trouve que c'est normal de la part des écuries de refuser certains cavaliers si on n'a pas la cavalerie pour les accepter. Dans la catégorie écurie, c'est bon, j'ai fini de sortir mes drapeaux rouges pour l'instant. Je passe au côté coach. Et le premier comportement qui me débecte, qui me dégoûte de la part des coachs / moniteurs, ce sont ceux qui ont un petit peu trop tendance à se moquer rapidement de leurs élèves et en particulier ceux qui ont peur. Vous le savez, c'est un truc qui est méga important pour moi, c'est le fait d'enlever le tabou sur le sujet la peur à cheval. Il y a une majorité de cavaliers qui ont peur à cheval, arrêtons de 1. Se foutre de leur gueule, 2. Les stigmatiser. Les coachs qui se servent de leur statut de professeur pour pouvoir shamer les gens qui ont peur, non mais les gars, à quel moment vous êtes coach en fait? Votre but normalement c'est de réussir à mettre en confiance et les cavaliers et les chevaux et de faire évoluer tout ce petit monde ensemble vers la vie merveilleuse du cavalier galopette. Bon est-ce que le fait de shamer la personne qui vous dit j'ai un peu peur parce que c'est haut va vous aider à pouvoir avoir des cavaliers qui vont bien? Je ne crois pas. C'est vraiment pour moi la pire des pédagogies qu'il soit, et s'il y a quelqu'un à shamer ici, clairement, c'est le moniteur qui est pas assez bon pour déstresser ses élèves et qui donc ne peut se servir que de cette arme débile qu'est le fait de se moquer d'eux. Un autre red flag, mais celui-ci il est vraiment plus personnel. Autant j'en ai abordé certains où je me dis que si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je suis assez surprise. Dictature mama. Autant le point que je vais aborder là, il me concerne, mais je comprends qu'il y en ait certains d'entre vous qui se disent ah non, moi pour le coup, c'est pas du tout un red flag, c'est un green flag. Je m'explique, il s'agit des moniteurs qui sont uniquement focus sur la compétition. On ne voit que par ça, on ne vit que pour ça. Ici, moi, c'est pas ma façon d'être. Personnellement, je suis plus une préparatrice qu'une compétitrice. Donc, évidemment, en tant qu'élève, ces coachs qui ne réfléchissent que par le prisme compétition, gagner, être le meilleur, briller le dimanche en concours, il me touche pas trop quoi. Alors du coup je me dis oula, loin de moi, on va pas avoir la même façon d'aborder l'équitation. Ceci étant dit, je sais pertinemment qu'on peut être très focus compétition tout en étant parfaitement dans le respect du cheval. J'ai la preuve au quotidien autour de moi dans les écuries actuellement qu'il y a certains cavaliers qui vivent pour et par la compétition, mais jamais au détriment de leurs chevaux. Grand bien leur face. Pourtant,
eh ben c'est pas les premiers vers qui je vais en tant qu'élève en tout cas. Je mets aussi dans cette catégorie les profs qui ont tendance à avoir en chouchou uniquement les élèves qui sortent avec eux en concours et à délaisser les autres qui n'ont pas trop d'intérêt parce que ils font pas de concours, soit parce qu'ils en ont pas envie, soit parce qu'ils en ont pas le budget. Bon, ces coachs-là, eh bien pour ma part, en tant que non plus coach mama, mais élève mama, eh bien je me dis, je ne vais pas t'intéresser, donc mon grand, tu m'intéresses pas non plus. À nouveau, mon point suivant, c'est à la fois un red flag et à la fois pas toujours systématiquement, c'est du cas par cas, donc on va appeler ça un orange flag, d'accord? C'est celui que tu dois te dire, ça me met la puce à l'oreille, mais t'es pas obligé de fuir tout de suite, ok? C'est pas je prends mes jambes à mon cou et je dégage, c'est je reste vigilant. Ce point donc, c'est les coachs / moniteurs / cavaliers qui ne veulent absolument pas que tu assistes à leur séance quand ils montent ton cheval. Pourquoi c'est un orange flag? Eh ben parce que ça va dépendre des situations. Ça va être très raide, d'accord? Donc red flag si c'est parce que le moniteur, cavalier, coach, vous avez compris l'idée, ne veut pas que tu assistes à sa séance parce qu'il a l'intention de mettre la chasse de sa vie à ton cheval. Si c'est pour pouvoir lui casser le moral, le taper un petit peu plus fort que ce que le cheval en a l'habitude, bref, être violent, maltraitant avec le cheval quand tu n'es pas là, alors évidemment, c'est à fuir à toutes jambes. Pour nuancer tout ça, il faut avouer qu'il y a des fois où c'est pas un red flag. C'est juste que, et ça en tant que cavalière je l'ai vécu, il y a des jours où quand il y a le propriétaire de l'équidé autour de la carrière, c'est plus difficile de faire du bon travail sur son cheval. Parce que, et il ne pensera bien sûr pas à mal, mais il va vouloir t'orienter sur telle ou telle piste d'exercice, alors qu'à la base, il est censé te faire confiance puisque tu travailles son cheval. Ou alors, il va apporter du stress au cheval, et ça, je crois que c'est la pire chose. Ça m'est arrivé, moi, en tant que cavalière, de dire à certains propriétaires, écoute, tu assistes toujours à toutes les séances, par contre, la prochaine fois, par exemple, on fait obstacle et on travaille sur des soubassements, c'est quelque chose qui te stresse beaucoup, je le sais, tu as l'habitude que ton cheval ait peur sur ce genre d'exercice, et donc, même si tu es à pied à côté, tu vas avoir peur. Ce que je te conseille, si tu veux bien, c'est de ne pas venir à la séance, je m'en occupe, je fais en sorte qu'un tel ou un tel me filme, au moins tu auras quand même les vidéos de la séance, et le fait que tu sois pas là à la séance ce jour-là, ça va enlever du stress général. Toi, ça t'enlève du stress puisque t'es pas au milieu de carrière. Ton cheval, ça lui enlève du stress parce que il n'est pas en train d'absorber ton stress comme une éponge. Et moi, ça m'enlève du stress parce que je me dis pas, si je me loupe, si par hasard j'ai un refus sur un soubassement, ça y est, c'est la catastrophe, ça va lui faire peur à nouveau. Vous avez donc compris l'idée. Si c'est vous demander exceptionnellement de ne pas assister à une ou deux séances parce que sur un travail bien précis, on a besoin d'être plus focus, le cheval et nous, donc le cavalier, plutôt que d'être dans l'osmose avec le propriétaire à ce moment-là qui peut être plus à nous tirer vers le bas que vers le haut, alors, dans ce cas de figure, eh bien, il y a des fois où c'est intéressant de monter les chevaux alors que vous n'êtes pas là. Après, encore une fois, si systématiquement la personne ne veut pas que vous assistiez à la séance, d'après moi, c'est soit numéro 1 que la personne ne monte pas sur votre cheval et tente de vous prendre un maximum de thunes sans faire le boulot, soit qu'il a tendance à utiliser des méthodes que vous, propriétaire, ne cautionnerez pas avec votre cheval. Pour le point suivant, rien à voir, mais gros red flag sur les coachs qui vous pousse un petit peu trop à l'achat de certains chevaux. Vous avez peut-être déjà vécu, soit vous dans votre expérience, soit de ce que vous observez autour de vous, ce moment un petit peu bizarre où il y a un coach qui veut absolument vendre ce cheval à cet élève. Alors que ce cheval correspond pas très bien à cet élève et donc c'est bizarre de vouloir forcer la vente. Je vais vous mettre ici une petite story time de choses que j'ai déjà vécues dans plusieurs structures dans lesquelles je suis passée. C'est tout simplement que ce coach merveilleux, ce moniteur impliqué va avoir envie de vous pousser à acheter la bestiole de façon à lui pouvoir toucher, cling cling,
une maxi commission. Et oui, c'est le cheval invendable, vous savez, celui qu'on sait pas quoi en faire. Donc on se dit, il faut que je trouve un bon gros pigeon et que je lui vende le cheval. Et à ce moment-là, le pigeon, c'est qui? C'est vous, c'est moi, c'est nous. Et il se dit, ok, cette personne est faible, je vais le faire roucouler un maximum, lui vendre le cheval et moi, je vais prendre ma commission. Qu'est-ce que c'est qu'une commission dans le jargon? C'est en gros de l'argent de poche pour la personne qui a fait l'entremetteur entre le vendeur et l'acheteur. Je vous donne un exemple. Nous avons Altaïr, le bel Altaïr, à vendre 10 000 €. Moi, je suis coach et le vendeur me dit « Coach Mama, si tu arrives à vendre Altaïr, tu peux toucher 10% de la vente. Les 10%, ce sera ma commission. Donc, si Altaïr, je le vends au prix fort, les 10 000 €, eh bien, je vais toucher 10% de 10 000 €, soit 1 000 €. C'est mon petit argent de poche, ça fait plaisir. Autre possibilité, j'ai sur ma droite un beau cheval qui s'appelle Olympe, et cette fois-ci, le vendeur me dit « Coach Mama, si tu vends ce cheval-là à minimum tant, alors je te mets 500 € dans la poche, c'est pour moi, c'est cadeau, ça fait plaisir. » Vous avez donc compris, la commission, c'est une part du gâteau que je vais manger moi-même. En soi, le principe de commission, il me va très bien, je trouve ça tout à fait normal que si on est l'entremetteur et que grâce à nous, il y a une vente qui se fait grâce à nos contacts, grâce à la confiance que l'élève a en nous, alors on touche une partie du total de la vente, ça me semble tout à fait logique, voire même normal. Par contre, là où je trouve ça catastrophique, c'est quand du coup, les moniteurs, aveuglés un petit peu par cette envie de coûte que coûte toucher des commissions partout, se mettent à vendre n'importe quoi à n'importe qui, et là, du coup, comme on le disait, eh bien, l'élève devient le bon gros dindon de la farce, et ça, bah, on n'a pas trop envie, je crois, ni vous ni moi, d'être dindon, c'est pas une vocation, quoi. Je trouve ça d'autant plus dommage qu'on se rend compte rapidement après, en tant qu'élève, que l'on s'est fait un petit peu avoir, que l'on a été pris pour un imbécile, donc on perd confiance et en le coach et en le vendeur, sauf que le cheval il nous reste sur les bras. En plus généralement dans ce cas-là, c'est un cheval qu'on a acheté au-dessus du prix du marché et on se retrouve avec ce cheval-là, excusez-moi des termes, mais sur les bras, à plus savoir quoi en faire, et c'est un cheval qui nous correspond pas, donc soit on a peur avec, soit on n'arrive pas à progresser avec parce que le cheval est soit trop bon, soit pas assez bon, enfin en tout cas le couple cheval-cavalier a du mal à se faire et c'est extrêmement fréquent que l'on se rende compte de ce genre de situation-là. Enfin, le dernier, et pour le coup, normalement on dit le pire pour la fin, je sais pas quoi, là en vrai, c'est pas le pire de tous. Franchement, avec tous les pires que j'ai dit avant, là c'est plutôt light. Mais mon dernier red flag, c'est si j'arrive dans une écurie et que je me rends compte que le coach en milieu de carrière, je vous le mime rapidement. Vous le voyez celui-là, hein, vous vous rendez bien compte. Hein, 42 000 élèves autour de lui. Lui, tout ce qui compte, c'est d'envoyer des messages, être sur son téléphone H24. Fuyez. Et pourtant, c'est une créatrice de contenu qui vous dit ça. Donc toujours un petit iPhone à la main, prête à filmer la meilleure chute pour en faire des vues sur YouTube et avoir un maximum de YouTube monnaie. Mais ceci étant dit, le coach H24 sur son téléphone... Fuyez les gars, fuyez pauvre fou, ça veut dire qu'il sera que très peu attentif à ce qui se passe en carrière. Généralement, on a le temps de prendre qu'une ou 2 heures d'équitation par semaine. Si sur ces 2 heures d'équitation, le coach, donc sur 120 minutes, le coach il en passe 100 à être sur son téléphone, il ne lui reste plus que 20 minutes pour donner un maximum de conseils à tous ses élèves. Il y a plutôt intérêt que ces conseils ils soient pertinents de ouf pour réussir à nous faire progresser en seulement 20 minutes. Vous aurez donc compris que ici, pour moi, si le coach il est tout le temps sur son téléphone, quelle que soit l'heure de cours, du lundi au dimanche, de janvier à décembre, alors, peut-être qu'on va changer de structure ou en tout cas changer de prof parce que c'est pas comme ça qu'on va progresser. Oh voilà, maman a craché son venin. Vous avez donc assisté à 10 red flags selon moi, enfin 9 red flags et 1 orange flag. Vous avez compris si vous avez suivi. Si vous en voulez 10 de plus, encore une fois, c'est sur le podcast qui est sorti hier que je vous raconte tout ça. Vous tapez Radio Mama ou vous tapez Mathilde Trinchereau sur les plateformes d'écoute et vous tombez dessus. Au pire de tout, vous cliquez sur le lien qui est juste ici. J'espère que ça vous a plu. Je vous laisse me dire dans les commentaires avec quel red flag vous êtes d'accord, avec lesquels vous dites « Mais Mama, qu'est-ce que tu racontes ?» Et surtout, lesquels j'ai oublié de dire et que vous vous dites « Mais
Comment elle a pu passer à côté? Moi, ça me saute aux yeux. Bref, on se retrouve dans l'espace commentaire. Moi, je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous laisse vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt!